Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon mémoire de fin d'études que j'ai terminé l'année dernière dans le cadre d'un master en développement rural à Wageningen, aux Pays-Bas. Et le titre du mémoire, il contient aussi un mot barbare que j'ai expliqué aussi, c'est donc une ethnographie de production de nouveautés dans l'agriculture ici en Wallonie, de trois façons. Soit on peut comprendre que la modernisation, ça a été un projet, donc un discours normatif sur le futur de certaines personnes à un certain moment. C'est notamment le cas de l'après-guerre. Et ce discours, en fait, il a défini sur un problème majeur qui est plus important que les autres, qu'il a mis un peu sur un piédestal, qu'il a défini. Et le problème, c'était comment nourrir l'Europe. On avait peur de la faim en Europe. Et c'est cette peur et ce problème-là qui a été considéré comme principal, comme majeur. Et à ce problème, on a trouvé une solution, donc on a construit aussi au niveau du discours, qui est ce qu'on appelle l'agriculture moderne, qui était donc vue comme en rupture avec le passé, et qui en fait se résume à une intensification des fermes en termes de plus d'intrants par objet de travail, par hectare ou par bête, et un élargissement d'échelle, donc c'est plus de bêtes et d'hectares par unité de travail. C'est ce qui est un peu résumé dans le schéma d'en haut. À travers ce discours, on a aussi promu une certaine logique, donc une façon de concevoir, de penser la production, de penser son travail. Ce qu'on dit, c'est une manière de mentalement organiser la production. Et on a promu une logique en particulier, un modèle culturel de raisonner, une façon morale de raisonner en particulier. Une autre façon de comprendre la modernisation, c'est en regardant plutôt les processus à un niveau agrégé. Qu'est-ce qui s'est passé à un niveau agrégé? Là, on a toute une liste de processus plus généraux, qui sont d'abord ce qu'on appelle la division horizontale, donc c'est la spécialisation de différentes régions agricoles. Et des régions, on n'a fait que de l'élevage, des régions, on n'a fait que des cultures, etc. Donc ça, c'est la division horizontale. Et il y a aussi une spécialisation, une division verticale, c'est-à-dire au long de la chaîne alimentaire. On a dit que les producteurs ne font que produire la matière première. À côté de ça, on sectionne en fait toute la chaîne alimentaire. Il y aura les transformateurs qui se limiteront à cette tâche-là, les distributeurs, etc. Donc c'est une division tout au long de cette chaîne alimentaire. Ça, c'est un processus qui a été beaucoup vu. Et un autre qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui est appelé dans la littérature comme l'externalisation. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont sorties de la ferme, plein de tâches et de connaissances. Il y a des tâches, la production des semences, la production des aliments, bien souvent, la transformation et la vente des produits, ce sont toutes des tâches qui sont sorties de la ferme. Et les connaissances qui étaient liées à ces tâches-là, elles sont aussi sorties de la ferme. Et donc ça impliqué d'autres types de relations avec l'extérieur, avec ce que Van der Poel appelle un système expert, donc qui a plutôt tendance à prescrire aux agriculteurs. Un dernier niveau sur lequel on peut comprendre la modernisation, c'est, comme je disais tantôt, c'est à travers le quotidien des gens et des agriculteurs, à travers le changement qu'il y a eu au niveau de leurs pratiques et de leur relation avec l'extérieur. Donc ça a été la mécanisation, la motorisation surtout, qui a fort marqué notre région, et des nouvelles relations avec des contrôleurs, notamment, c'est ce qui marque souvent les gens, mais c'est des relations qui étaient tout à fait nouvelles pour eux par rapport à... C'est un autre moyen de comprendre. Donc là, dans le mémoire, j'ai essayé de décortiquer ça un peu plus en profondeur sur ces trois niveaux-là, pour essayer de bien comprendre comment on en était arrivé là. Et qu'est-ce qui pouvait expliquer le vécu, je veux dire, problématique des agriculteurs aujourd'hui. Pourquoi ils trouvent qu'ils sont en crise, pourquoi ils trouvent qu'il y a des problèmes. Cette compréhension de la modernisation et de ce bagage historique qu'on a derrière nous permet de comprendre cela. Et après ça, une fois que ce que j'avais vraiment voulu faire, c'est essayer de comprendre, oui, mais maintenant, aujourd'hui,
qu'est-ce que les agriculteurs pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et comment ils répondent d'une certaine façon à cette, à cette disparition programmée d'une certaine façon. Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui... j'ai voulu particulièrement étudier leur inventivité, leur créativité, leur débrouillardise et comment, en les suivant dans leurs activités quotidiennes. Donc il y en a plusieurs d'entre vous chez qui j'ai été et tout simplement voilà, j'ai téléphoné, j'ai demandé si je pouvais les suivre dans leurs activités quotidiennes, on a discuté en travaillant et c'était un peu le comment de cette étude-là. Alors voilà, là, ça c'est la carte de la région et des 9 fermes dans lesquelles je me suis rendu. Donc il y a la ferme des parents et 8 autres fermes qui étaient un peu tout autour. Ces 8 fermes, en fait, étaient déjà préalablement connectées d'une certaine façon, soit par des liens familiaux et ou économiques dans la commercialisation des produits locaux. Alors là, ce sera un tout petit peu plus théorique, mais c'est de comment j'appréhendais une ferme. J'essaie de faire un peu la synthèse entre différentes littératures et différents auteurs en sociologie rurale. Et tout simplement, une ferme, pour moi, c'est un espace, c'est un lieu vécu, dans lequel les pratiques relatives à la production alimentaire prennent place. Donc c'est un espace qui est vécu et qui est assez caractéristique parce que souvent il est composé, notamment dans les fermes mixtes qu'on trouve beaucoup chez nous, par des relations non marchandes entre différents systèmes de production. Donc il y a différents petits systèmes de production qui se trouvent dans un même espace, qui sont dans une même famille, souvent. Et entre ces systèmes de production, il y a des relations non marchandes. Qu'est-ce que je dis par là? Tout simplement, pour vous donner un exemple, il y a la circulation du fumier, des fluents d'élevage entre un système de production animale et un système de culture. Et à l'inverse, il y a une partie de la production végétale qui peut servir d'aliment pour le bétail. Qu'est-ce qui se passe? L'agriculteur ne se paie pas pour son fumier, il ne se paie pas pour ses aliments. Mais le fait d'avoir plusieurs éléments, je veux dire, dans le même panier, dans la même ferme, avec des relations non marchandes, ça nous permet en fait de nous distancier d'une certaine façon du marché et de l'extérieur. Ça, c'est un peu l'idée. Et cet espace, encore une dernière caractéristique des fermes, c'est qu'elle a certaines relations assez particulières avec d'autres espaces extérieurs, notamment l'industrie agroalimentaire en amont, en aval, et toute une multitude d'administrations, entre autres. Qu'est-ce que j'ai pu observer dans ces fermes? En fait, c'est en 9 fermes, je peux lister une cinquantaine de nouveautés, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles relations avec l'extérieur, et qui sont assez variées. Ça passe du compostage, de cultiver des légumes, de produire soi-même les aliments de nos animaux, d'utiliser des couverts. L'agroforesterie fait partie de ces nouveautés. Et donc la liste est assez longue. Et c'est quoi, en fait, des nouveautés? C'est tout simplement le fait que les agriculteurs, spontanément, ont décidé de changer leurs pratiques, leur façon de faire. Ils ont établi des nouvelles relations avec l'extérieur. Là, j'ai essayé un peu lister la panoplie des nouveaux partenaires des agriculteurs, et ça passe par les restaurants, les écoles, des groupes de consommateurs, des organisations environnementales, des médias locaux, etc. La liste est très longue. Donc, l'idée de produire des nouveautés, c'est ça. Changer ses pratiques à l'intérieur de la ferme et ses relations avec l'extérieur de la ferme. La plupart de ces nouveautés, en fait, si on les regarde un peu plus près, elles font vraiment partie d'une lutte, d'une certaine façon, pour l'autonomie de la ferme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie? C'est tout simplement la distanciation de la ferme par rapport à certains acteurs extérieurs, qui sont les industries, mais aussi par rapport aux contraintes réglementaires ou au marché. Et qu'est-ce que ces nouveautés impliquent? Elles impliquent des autres réalités matérielles. Il a fallu changer les bâtiments, dans certains cas, il a fallu changer sa rotation de culture, etc. Ça implique d'autres relations, d'autres réseaux, donc être en lien avec suffisamment de consommateurs, avec des semenciers parfois plus loin pour trouver les semences dont on avait besoin, des espèces plus diversifiées, etc. Et ça implique aussi d'autres connaissances et d'autres vérités.
qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qu'on appelle l'horizon de pertinence des agriculteurs évolue. Et donc, certains paramètres deviennent importants, d'autres le deviennent moins. Mais ça évolue aussi. Donc, ce qui est important pour l'agriculteur évolue à travers le temps. La vie du sol devient un paramètre important, le bien-être des animaux, la couleur de lait, la qualité de l'herbe, l'image de marque de la ferme, par exemple. Ce sont des choses qui auparavant, sont des paramètres qui auparavant n'étaient pas pertinents ou l'étaient beaucoup moins, et qui, au fur et à mesure du temps, avec ces nouveautés, s'avèrent en fait de plus importants. Et donc, chacune de ces nouveautés, j'ai essayé de les décortiquer, les étudier en lien, les unes avec les autres. Comme ici, ça c'était le cas de chez Dany, où on combine plusieurs sites de production, des différents bâtiments qui sont répartis à différents endroits dans le village. Et cette nouveauté, cette idée-là, cette façon de faire-là, elle est en lien avec plein d'autres choses, plein d'autres nouveautés en fait, qui sont notamment son système de pâturage tournant. C'est les races de vaches qu'il a choisies, qui s'adaptent particulièrement à ça. Le fait qu'il a pu valoriser des anciens bâtiments, etc., et son système de vente directe aussi. Donc c'est essayer de comprendre les nouveautés, donc ces petites innovations au sein des fermes, aussi en lien avec les autres, entre elles, pardon, et aussi observer dans quelle mesure elles sont à chaque fois créées de façon unique. Parce qu'une même idée, une même nouveauté dans une ferme ou dans une autre, elle va être combinée d'une autre façon. Elle va être réalisée d'une autre façon. Et ça c'est un élément qui peut paraître évident, mais qui, d'un point de vue plus général, d'un point de vue de la société, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que ça nous montre que les fermes, d'une certaine façon, elles peuvent garantir une certaine diversité des pratiques et des innovations. Quentin a beaucoup parlé, notamment des verrouillages, un peu de ces étranglements au niveau de l'innovation, où parfois on se trouve dans une impasse ou dans des chemins très serrés. Et bien, en fait, ici, les fermes elles-mêmes ont cette capacité à produire des trajectoires et à développer des trajectoires qui sont alternatives et qui restent de manière qui gardent une certaine distance et qui gardent un certain degré de particularité. Ça, c'était l'illustration de la nouveauté qui est en question. Et donc, comment j'ai envie de définir ces nouveautés? On parle souvent d'innovation. Ici, les nouveautés, en fait, c'est tout simplement des pratiques sociales qui sont neuves dans leur propre contexte. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est peut-être pas une innovation qui va changer le monde. C'est une petite chose. On dit c'est mon petit truc, c'est ma petite astuce, comme les agriculteurs disent souvent. Oui, mais n'empêche, ça reste neuf dans son propre contexte, dans cette ferme-là, en tout cas, ou dans cette région-là. Et c'est neuf parce que ça fait partie d'un projet plus à long terme de l'agriculteur, d'une vision de sa ferme à plus long terme, et donc le projet ici qui est aussi défini plutôt comme un récit qui est construit par les agriculteurs, qui donne en fait un nouveau futur aux fermes. Ça répond un petit peu au constat pessimiste que j'avais dressé au début par rapport au futur des fermes. Mais ici, on voit que spontanément, les agriculteurs se réinventent un autre futur que ce qui était prévu pour eux, ou en tout cas ce au quoi ils auraient été amenés. Et donc, cette étude, elle met un petit peu en question l'idée qu'on a généralement l'innovation en agriculture, qui est souvent centrée sur la modernisation, la diffusion des connaissances des centres vers les périphéries, tout simplement des technologies qui sont développées dans des espaces autres que celles où elles seront utilisées. Ça, c'est quand même un trait fondamental qu'on retrouve souvent. C'est une définition qui est souvent centralisée du projet, de ce qui est bien, de ce qui est la voie à suivre ou ne pas suivre, de ce qui est une priorité, de ce qui n'est pas une priorité, de ce qui est pertinent, de ce qui n'est pas pertinent. Et ici, à l'inverse, on comprend que chaque ferme, en fait, c'est un espace qui est unique, parce qu'elles ne sont jamais identiques. Donc chaque ferme est un espace unique de production de nouveautés, dans lequel il y a
une dynamique d'invention, de réinvention des façons de faire et des relations avec l'extérieur. Et donc ce qu'on appelle parfois la repaysanisation de l'agriculture, donc cette idée d'agriculture plus autonome, de fermes qui produisent leurs intrants, du moins en partie, qui à nouveau transforment et s'occupent de la commercialisation de leurs produits, de plus de valeur ajoutée, de réduction des coûts d'autre part. Cette repaysanisation de l'agriculture, en fait, elle se réalise à travers de nombreux projets de ferme et l'inventivité de nombreux agriculteurs. Donc c'est un modèle un petit peu opposé à ce qu'on avait connu dans l'histoire agricole avant, et où ces initiatives spontanées ont lieu souvent hors des cadres établis, des cadres institutionnels établis. Et j'ai envie de dire que parfois, certains agriculteurs vont même jusqu'à se mettre dans l'illégalité pour développer leur pratique et poursuivre leur idée et pour développer les systèmes jusqu'au bout. Pour conclure, voilà, les agriculteurs ont décidé, ça c'est une chose, et ils créent activement un espace propice à la réalisation de leurs idées. En dépit des règlements, des restrictions en vigueur, et comme je disais, c'est vraiment on risque d'être dans l'illégalité. Ils sont aussi bien sûr en quête de nouveaux partenaires, ça j'ai vu, on les a listés tantôt, mais surtout en quête de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances, pourquoi? Parce que tout simplement, tout changement de pratique implique un apprentissage, c'est rien à faire, mais aussi parce qu'il arrive souvent que les agriculteurs développent des systèmes de production qui ont été peu ou voire pas du tout explorés par la science auparavant. Et donc ils amènent de ce fait-là de nouvelles questions de recherche, de nouvelles choses à analyser, de nouvelles choses à mesurer entre eux. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil et qu'est-ce qui ressort un petit peu de cette étude? C'est que c'est important de prendre le temps d'étudier le quotidien des agriculteurs et de prendre en considération leurs idées. Que pour l'innovation, eux aussi ont déjà souvent commencé à mettre en place de nouveaux systèmes de production, et je ne peux qu'encourager à institutionnaliser, à rendre plus commun le fait d'écouter les agriculteurs, premièrement, et notamment pour ce qui est des idées d'innovation. Alors, je terminerai juste en disant un mot, c'est que ces indomptables, comme je les ai nommés, donc ces agriculteurs changent vraiment la société, en tout cas le milieu local, ça c'est une chose, dans la direction qu'ils souhaitent. Ils le font en changeant d'abord leur propre ferme, et l'organisation de leur ferme. C'est ce qu'on appelle une forme de résistance du troisième ordre en sciences humaines, où la forme de résistance la plus connue, c'est le sabotage. La seconde, c'est les barricades, l'opposition ouverte. Et la troisième forme de résistance qui est plus, je veux dire, qui est plus créatrice, qui est plus constructive, en tout cas plus productrice, c'est celle qui se manifeste à travers le changement de l'organisation de sa propre ferme et de son travail et du processus de production. Et donc ça, je crois que on l'oublie parfois quand on est dans sa ferme, mais les choix techniques et économiques qu'on fait, ils ont une portée politique, ça c'est sûr, par rapport au reste de la société. Ils font part et ils transmettent une certaine vision du progrès qu'on a et qu'on a choisi. Et voilà, je m'arrêterai là. Merci pour votre attention.